Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le sommaire de ce 13h au Bénin après l'abrogation de l'arrêté régulant la circulation des minibus à Cotonou. Que sont devenus les parcs presque aménagés à cet effet? La question a réveillé notre curiosité et l'une de nos équipes de reportage est allée sur les différents sites, des sites abandonnés et qui jusque-là ne connaissent aucune activité. Commandeur de l'Ordre national du Bénin depuis 10 ans, Édouard Loko est désormais élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre. Cette distinction fait de l'ancien vice-président de la RAC et actuel chargé de mission du chef de l'État le tout premier professionnel des médias à être admis à ce niveau dans l'Ordre national du Bénin. Et puis enfin, la 6e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose s'est ouverte ce mercredi à Cotonou. Le rendez-vous a été couplé avec 2 autres activités. Mettre fin à la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est le thème autour duquel se font les débats. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Quelques semaines après l'abrogation de l'arrêté régulant la circulation des minibus à Cotonou, que sont devenus les parcs aménagés à cet effet? La question a donc réveillé notre curiosité et l'une de nos équipes de reportage est allée sur le terrain, sur les différents sites, des sites abandonnés et qui, jusque-là, ne connaissent aucune activité. C'est du moins le constat fait par Narcisse Alossé et Deron Pévi. Silence de cimetière ici à Vaudjé sur le site aménagé pour le regroupement des minibus appelés Tokpa Tokpa. Depuis la décision du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale de rapporter l'arrêté préfectoral, plus de traces de ces engins ici. Il restait encore certains riverains. Visiblement, le mouvement était suivi par les passagers. Pas l'ombre d'un seul sur les lieux depuis le lendemain de cette décision. Non, eux aussi, ils ne viennent plus. Avant, ce sont les minibus qui les déposaient et ils continuaient avec les taxis suite dans Tokpa. Maintenant, ils attendent au bord des voies et les minibus les prennent pour le grand marché. Les allers-retours des minibus et les brouhaha des occupants n'ont donc duré que 72 heures. Et derrière, plus rien. Le site est orphelin aujourd'hui de ses occupants. Tout comme ici, celui d'Akpakpa, situé à l'est de Cotonou, subit un sort quasi similaire. Depuis que les minibus ont cessé de venir ici, plus personne ne vient ici. Le site, lui, est resté comme tel. Des semaines après la décision de l'autorité, aucune action humaine sur ces sites. Mais que vont devenir ces espaces, sommes-nous interrogés? Aussi bien la mairie qu'à la préfecture de Cotonou, pas d'interlocuteur pour nous aider à étancher notre soif. Les acteurs du secteur des transports, eux, semblent jouer aux observateurs. Vous savez que les régimes ne se ressemblent pas. Je dis les régimes ne se ressemblent pas. Parce que dans un passé récent, on a vu des régimes. Et aujourd'hui, on voit un régime en place qui est rigoureux. Un régime d'ordre. Lorsqu'on dit que l'arrêté est rapporté, qu'est-ce que nous on va dire non, que c'est là on doit rester? Non, on attend. Lorsque l'autorité va dire, bon, maintenant on va reprendre, vous allez faire, c'est comme ça va se passer, tout le monde va s'y mettre. L'avenir de ces parcs pour minibus est pour le moment en pointillé. Mais entre le silence des autorités et la posture des acteurs du transport, notre équipe de reportage a pu lire sur les lèvres l'opportunité de faire fonctionner ces sites. Et si ce n'est pas que l'autorité a vu que les bonnes dames criaient parce qu'ils vont emprunter le véhicule 2 fois et payer 2 fois, c'était une décision vraiment salutaire. Parce que nous sommes à Cotonou, presque toutes les voies sont remplies de gares routières. Et vous savez comment les gens conduisent à Cotonou. Mais lorsqu'on les recadre dans un lieu, il n'y a pas meilleur que ça à faire. Il n'y a donc pas meilleure décision, surtout que la cessation des activités ici a fait perdre des emplois. Exemple de ce jeune homme qui exerçait dans l'activité de recyclage des fers usagés. Donc les jours qu'ils ont amené le vaisseau, c'est à moi le premier qu'ils ont pris que de regarder ça comme sécurité, quoi. Et j'ai regardé au moins 3 jours. Tout comme le nouvel emploi de ce monsieur, le fonctionnement de ces sites avait fait générer bien d'autres activités économiques. Lorsque le parc fonctionnait, des gens vendaient au moins du pour-water. Moi, je suis conducteur de Zemidjan et je déposais des gens ici.
Des propos de détresse qui contrastent avec la joie de certains riverains qui s'installent déjà sur les lieux avec leur commerce. Les plus heureux, ce sont des bouchers rencontrés au quartier abattoir à l'est de Cotonou. Le départ des bus, c'est bon pour nous. Selon eux, les voies étaient encombrées avec le fonctionnement du parc installé à côté d'eux et les usagers obstruaient le passage à leur clientèle qui avait difficilement accès à leurs étalages. Parce que nous, notre marchandise est une denrée périssable. Ouverture et fonctionnement ou pas de ces parcs pour minibus, certains y tireront leurs avantages et d'autres des inconvénients. Pour le moment, l'incertitude plane autour du fonctionnement de ces sites. Mais contrairement aux riverains, des gros porteurs n'y sont pas encore visibles, sans doute par respect à ce panneau. Après une longue attente, justement, muée de désespoir, les populations des arrondissements d'Épais et puis d'Aglangandan, dans la commune de Semepodji, peuvent se réjouir. Un total de 9 km de rue qui dessert ces deux arrondissements sera pavé avec à la clé des ouvrages d'assainissement. Les sites concernés par le projet ont été officiellement remis au cours d'une cérémonie présidée par le maire Jonas Benametor. Cette cérémonie qui a mobilisé autorités politico-administratives et population de Semepodji consacre la remise officielle des sites devant abriter les travaux de pavage et d'assainissement de la rue allant du carrefour Sekandi à Rouissi. D'une longueur de 9 km, les travaux entrent en ligne de compte du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Nous sommes aujourd'hui dans l'euphorie car cette voie a été un cauchemar pour chacun de nous. Doit-on la réaliser? Est-il un projet mort-né? Nos multiples descentes sur le terrain ont permis aux populations de croire que le possible était possible. Nos populations nous ont accompagnés, de telle sorte que lorsque les représentants des projets sont arrivés pour leur mission sur le terrain, ils n'ont rencontré aucune difficulté. Ils ont rencontré des populations qui leur ont dit « Nous voulons la route, nous ne voulons même pas de dédommagement ». Nous sommes aujourd'hui dans l'euphorie. Le joyau sera réalisé. Plus rien ne permettra encore de délocaliser ou d'annuler le projet. Dans le rang des structures en charge de la réalisation du projet, l'on promet tout mettre en œuvre pour offrir aux populations une infrastructure de qualité et ce, dans les délais. Quand on parle de chantier, on parle également de désagréments. Nous remettons le site aujourd'hui. L'entrepreneur va s'installer pendant quelques semaines, mais quand ça va commencer, nous savons qu'il y aura des désagréments aux riverains, des axes qui seront aménagés. C'est pour cela que déjà, nous présentons nos excuses aux populations, afin qu'en son temps, on puisse compter sur leur compréhension, leur accompagnement, afin que les travaux se fassent sans alicoche. Nous mettons toutes nos expériences, tout notre savoir-faire et toutes nos expertises pour l'aménagement de la ville de Semepodji et l'adaptation au changement de cette ville au changement climatique. En plus de la qualité, nous verrons également l'esthétique des ouvrages qui seront réalisés et nous voulons vous rassurer également des mesures HSE, hygiène, sécurité, environnement, où nous mettrons un point particulier pour que ça soit respecté afin de limiter les dérangements. Avec ces 9 km de rues qui seront aménagées, c'est le confort de la circulation dans la commune de Semepodji qui sera nettement amélioré. La mairie de Cotonou a lancé un vaste programme de construction de modules de classe, de clôture, bureaux-magasins et de réfection des bâtiments défectueux qui a donc lancé cette initiative de la municipalité sur le budget 2021 va permettre aux apprenants des écoles primaires publiques de la ville de Cotonou d'étudier dans de bonnes conditions. Ingrid Day pour le reportage. Les cris de détresse des écoliers, enseignants et parents d'élèves des écoles primaires publiques de la ville de Cotonou ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Des équipes de techniciens de bâtiments
pour réfectionner les infrastructures défectueuses dont les travaux sont évalués à 173 millions de francs CFA. Des maçons, des charpentiers, des peintres et d'autres ouvriers s'activent déjà pour remettre ces bâtiments en bon état. Il est également prévu la construction de plusieurs modules de classe. La toiture était complètement défectueuse et quand il pleut, les élèves sortent ou parfois s'entassent dans un coin. L'idée est géniale. Nous avions été vraiment contents, émus que la mairie ne pense à cette école qui est également un centre des armées. Il s'agit pour un premier point, pour un premier cas de la construction de 15 modules de 3 salles de classe au niveau des écoles primaires publiques de Sainte-Rita, Agla Sud, Nouvelle-Amende, Minonchou, Segbeya, Fieyon 2, Toyoyome, Tanto, Akpakpa Centre, Hokame, Yenawadaho, Menotenor, Grand Diaco et Vedoko 3. Le projet prend aussi en compte la construction de 6 modules de salles de classe en R+1 avec bureaux et magasins dans les écoles primaires et publiques de Finagnon, de Jéricho, de Djadjelaye, de Delopo, d'Aïlawadje et de Rende 2. Certaines écoles seront également clôturées à cet effet. Au total, 54 écoles seront impactées par ce projet qui s'étend sur 6 mois. Je voudrais dire un grand merci à la mairie qui n'est pas passée par 4 chemins pour venir dans nos murs, histoire de nous aider à reprendre les anciens bâtiments qui sont déjà vétustes depuis des lustres. C'est un bon projet qui nous a beaucoup enchantés et cela nous va droit au cœur parce qu'il y a longtemps que nous étions dans ces attentes-là et voilà que le jour J est arrivé et cela se fait. Vraiment, c'est une joie, tant pour nous les enseignants que pour les apprenants. Et je crois que les parents de la zone vont vraiment apprécier ce chef-d'œuvre de la mairie. Les responsables des écoles prises en compte par ce projet ont formulé des doléances à l'endroit du maire Luc Atropo et son équipe. Des prières et messages de vœux ont été également adressés à l'autorité. À noter que les bâtiments en cours de réfection seront livrés d'ici février 2022. Commandeur de l'Ordre national du Bénin, depuis 10 ans, Edouard Loko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est désormais élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre. Cette dissection fait de l'ancien vice-président de la HAC et actuel chargé de mission du chef de l'État le tout premier professionnel des médias à être admis à ce niveau dans l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction très sobre s'est déroulée ce jeudi 16 décembre 2021 dans les locaux de la grande chancellerie présidée par le vice-grand chancelier Falilou Akadiri. Le point de la cérémonie avec Herman Anambossou, Henri Ganti. Ce jeudi matin, quand il franchissait les portes d'entrée à la grande chancellerie, il portait encore ses insignes de grand commandeur de l'Ordre national du Bénin, grade qu'il a acquis depuis maintenant 10 ans. Edouard Loko n'est pas reparti d'ici comme il est venu. Il va vite se défaire de ses insignes pour arborer désormais celles qui conviennent à sa nouvelle élévation, la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand officier de l'Ordre national du Bénin. À côté de l'exigence républicaine d'exemplarité que me pose cette dignité, il y a aussi le devoir moral de fidélité et de dévouement au grand maître de l'ordre. Je m'engage à me montrer digne de cette élévation qui fait honneur à vous autres aussi, mesdames et messieurs de la profession, parce que si je ne m'abuse, le premier journaliste qui a été élevé à cette dignité, c'était à titre posthume, et c'était Louis Houkari en 1964. Je vous remercie. Cette distinction fait de l'artisan de l'univers médiatique béninois, ancien vice-président de la HAC et actuel chargé de mission du chef de l'État, le tout premier professionnel des médias à être admis à ce niveau dans l'Ordre national du Bénin. Président de l'ODEM, président du réseau africain des instances d'autorégulation,
secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA Bénin, président du CNPA Bénin. Ce fut là un pan de votre parcours dans l'écosystème médiatique béninois. Un pan parce que la vie de Édouard Loko ne peut être décrite le temps d'une cérémonie, fut-il celle d'une décoration. Une cérémonie de distinction très sobre, les signes bien arborés, et après lecture du certificat de réception, les différents documents seront signés, consacrant ainsi la réception du récipiendaire dans l'ordre national du Bénin. Et bien voilà, Édouard Loko, désormais élevé à la dignité de grand officier de l'ordre. On va parler décentralisation à présent. Première session ordinaire de la Commission nationale de la coopération décentralisation. La rencontre est donc la première au titre de l'année 2021. Elle a réuni à Dassar les nouveaux élus désignés au niveau des départements pour siéger au sein du Creuset et bien d'autres acteurs concernés. Les échanges ont été l'occasion d'aborder plusieurs sujets dont une communication relative à la diplomatie locale et le Bénin. Relevés, les assises ont également été l'occasion de rappeler aux participants les différentes missions de ce cadre de concertation. Plus de précisions avec Imet Hélène Moussou, Georges Vaudounan. Le cadre de concertation a réuni les nouveaux élus désignés par leur pairs au niveau des départements ainsi que d'autres acteurs du secteur. Ces assises consacrent la première session ordinaire au titre de cette année de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Nous sommes une mandature qui a connu un taux de renouvellement assez élevé. C'est l'occasion pour nous de renforcer nos capacités et nous tenons à remercier très sincèrement le ministère pour cette session qui est une occasion pour nous de prendre connaissance du contenu de ce cadre institutionnel, des dispositifs que nous offre ce cadre pour profiter de la coopération décentralisée et pour surtout du fait que nos communes ne peuvent pas toutes seules à elles aller au défi du développement à la base si elles ne sont pas en synergie avec d'autres communes. C'est dans ce cadre que des formes de partenariat appelées coopération décentralisée sont souvent nouées par nos communes. C'est dire alors que la coopération décentralisée est un levier de développement. Donc une opportunité à saisir par toutes nos communes et faire de cette coopération une fer de lance du développement de nos collectivités locales. Pour la circonstance, plusieurs points sont inscrits au menu des discussions. Les participants ont été entretenus sur les différentes missions assignées à la commission. Une communication relative à la diplomatie locale et le Bénin révélé leur a été également présentée, ainsi que les résultats de la mission de collecte organisée depuis 2019 dans les 77 communes du pays. La coopération décentralisée, faudrait-il le rappeler, est un instrument d'échange d'expériences, de renforcement de capacités, de formation et de mobilisation de ressources complémentaires pour le financement du développement à la base. L'expérience de la décentralisation vécue depuis l'avènement des communes a fait apparaître de nombreuses initiatives de partenariat de coopération décentralisée qui contribuent de façon significative au développement de nos terroirs. L'État, dans son rôle d'accompagnement et de suivi de mise en œuvre des actions de coopération décentralisée, a institué des mécanismes et outils dont la Coalition nationale de coopération décentralisée, CNCD. Nous sommes ici pour qu'après l'état des lieux, nous puissions apporter des observations afin d'améliorer le niveau de fonctionnalité de nos communes dans sa dimension diplomatique, surtout pour que les partenariats de coopération décentralisée puissent profiter véritablement à notre pays. Moment de réflexion et d'échange, cette session va permettre entre autres à tous les acteurs institutionnels de mieux appréhender les problématiques de la coopération décentralisée.
Séance de sensibilisation au grand public dans l'arrondissement de Passagon à Boïcon. Les échanges ont porté sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. C'est une initiative du réseau WILDAF Bénin. L'organisation a également échangé avec les populations sur les violences faites aux femmes et aux filles. L'activité s'inscrit dans le cadre des manifestations de la quinzaine internationale contre les violences faites aux femmes. Elle est aussi le prolongement des activités prévues dans le cadre de l'exécution du projet en entier. Reportage. Quinzaine d'activisme contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre des manifestations prévues, le réseau WILDAF a initié cette année une campagne d'information grand public. La série d'échanges a conduit la délégation dans plusieurs localités. L'arrondissement de Passagon est la dernière étape. Elle a été l'occasion d'aborder une fois encore la question des violences faites aux femmes. La structure organisatrice de la séance a aussi profité pour sensibiliser ses invités sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le thème national de cette année est Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Chère population, notre plus grande conviction est qu'après cette journée de sensibilisation dans votre localité, vous vous appropriez vos droits en matière de santé sexuelle et reproductive afin d'en jouir. Avec ça maintenant, il y aura des changements entre nous, les enfants. Ceux qui ne connaissent pas la loi, ils vont pouvoir maintenant se saisir. Sketch à l'appui. Le public a été entretenu sur divers aspects des sujets développés. Les droits à la santé sexuelle et reproductive favorisent une sexualité responsable et l'épanouissement des femmes et des filles. La méconnaissance de ces droits a engendré dans les milieux ruraux des phénomènes tels que le mariage forcé, les rapports sexuels précoces ou encore les grossesses en milieu scolaire. Pour corriger le tir et contribuer à l'autonomisation de la femme, le réseau WILDAF met en œuvre depuis plusieurs mois dans les départements du Zou et des Collines le projet Yonanché. Ceci en collaboration avec la BPF. Sur les 2763 cas de grossesse enregistrés dans les collèges au cours de l'année scolaire 2016-2017, les départements des Collines et du Zou viennent en tête avec respectivement 472 et 427 cas. Face à ces chiffres accablants, il était impérieux d'agir. Il a prévu plusieurs actions d'information et d'éducation pour un changement de comportement et d'offres gratuites de services SR. Exécuté avec l'appui financier de l'Union européenne, le projet Yonanché a déjà permis de mener plusieurs activités, dont des séances de formation, de sensibilisation, mais aussi des plaidoiries à l'endroit des têtes couronnées, élus locaux et autres leaders d'opinion. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments expose ses compétences et domaines d'intervention au grand public. La structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est en journée, portes ouvertes jeudi et vendredi. Les acteurs du monde agricole y sont attendus pour mieux connaître les procédés d'autorisation de leurs produits sur le marché local et international. Quand il s'agit de contrôle qualité de l'ananas, des noix de karité et des produits avicoles locaux, c'est l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, qui s'en occupe, en vue de vulgariser davantage ses actions et les conditions d'exportation requises pour ces produits de ferme. La structure a grandement ouvert ses portes au public. Il sera question, au cours de ces 2 jours, d'expliquer aux opérateurs de la chaîne alimentaire les rôles et responsabilités de l'ABSSA en matière de contrôle et de certification des aliments, et également d'expliquer à ces acteurs de la chaîne alimentaire leur rôle et leurs responsabilités également dans la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché. Au cours de ces 2 jours, nous aurons à animer des panels et des stands également sur ce site de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Je voudrais inviter fortement
les opérateurs du secteur agroalimentaire à faire certifier leurs produits pour le marché local, le marché régional et le marché international. C'est autour de la thématique responsabilité des opérateurs dans la qualité des produits mis sur le marché que la BSSA échange avec les acteurs des filières concernées. Plusieurs panels sont organisés au cours de ces 2 jours sur le processus d'authentification des denrées, de l'enregistrement à l'acquisition des documents officiels. Une visite guidée des stands érigés à cette occasion a mis un terme à la cérémonie d'ouverture des 2 journées. La 6e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose s'est ouverte ce mercredi à Cotonou. Le rendez-vous a été couplé avec 2 autres activités. Mettre fin à la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est le thème autour duquel se font les débats. Ingrid Day, Henri Ganti. C'est un triple événement qui a mobilisé ici des participants venus de 27 pays africains autour de la tuberculose. Organisé par le réseau ouest-africain de lutte contre la tuberculose avec pour objectif de réfléchir sur les stratégies pouvant éradiquer la maladie. Ce rendez-vous est consacré dans un premier temps à la clôture des travaux de la 3e réunion annuelle du projet régional TB-Lab. Après cette phase, s'ouvre celle dédiée à la 6e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose. Et enfin, vient la dernière activité. Il s'agit du lancement du 3e atelier du Fonds mondial sur le partage des bonnes pratiques dans la mise en œuvre d'approches innovantes contre la tuberculose dont les travaux démarrent ce vendredi 17 décembre 2021. En juin 2015, le réseau de l'Afrique de l'Ouest des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, WAR-TB, a-t-il été créé avec le soutien de l'OMS-TDR à l'effet, entre autres, de créer un cadre de collaboration et d'échange de bonnes pratiques pour la lutte contre la tuberculose, promouvoir l'harmonisation des stratégies et pratiques dans la sous-région pour la lutte contre la tuberculose, promouvoir et soutenir la recherche opérationnelle dans la sous-région et enfin soutenir le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour la lutte contre la tuberculose. Au menu de ce rendez-vous, le point des avancées enregistrées dans les différents pays en matière de lutte contre la tuberculose et les difficultés inhérentes au dépistage des cas dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Il est également question pour les participants de se partager des expériences et réfléchir aux approches de solutions pouvant permettre l'atteinte des objectifs de lutte contre la tuberculose dans les sous-régions. Selon le dernier rapport de l'OMS sur la tuberculose, la pandémie de Covid-19 a fait reculer le monde de 10 ans en matière de progrès dans la lutte contre la tuberculose. L'urgence est donc plus pressante que jamais, et c'est donc avec beaucoup d'espoir et déjà de satisfaction que nous accueillons cette réunion de WAR-TB en ce contexte sanitaire particulier où la communion des énergies et une marche coordonnée et collective vers des solutions régionales pour la lutte contre la tuberculose s'avère plus que jamais nécessaire. C'est donc parti pour 4 jours de travaux intenses sur les stratégies à développer pour booster la tuberculose hors des frontières des pays membres du réseau. La rencontre se déroule aussi en ligne. Et pour finir ce 13h au Bénin, développement du cinéma au Bénin, des acteurs du secteur se sont réunis depuis ce jeudi 16 décembre 2021 à Ouida pour se pencher sur la question. C'est une initiative qui vise à redonner vie au 7e art qui pourrait se positionner comme levier de développement. Face à face, des acteurs du cinéma béninois croisent les réflexions pour proposer des solutions concrètes aux problèmes qui minent le décollage du secteur au Bénin. À l'initiative de ces journées de réflexion, l'association Wani Ayo, que dirige Tella Bomao. Je suis fière de vous et fière de nous, de cette aventure qu'on mène. Je n'ai pas la prétention de tout changer, je n'ai pas de baguette magique. Mais par contre, je crois en l'être humain. Je crois en notre capacité de créer des choses. Et je me dis que ce n'est pas possible qu'ailleurs ça bouge et qu'au Bénin ça piétine autant. Je ne sais pas pourquoi ça piétine, je ne veux pas savoir pourquoi ça piétine. Je crois en la valeur du travail. Mettre en place ces journées-là, ce n'est pas donné à tout le monde
bien qu'ayant la volonté, nous n'avons pas tous véritablement les moyens de mettre en place cette initiative. Donc je remercie beaucoup l'initiatrice, Madame Tella Kpomaou. C'était indispensable, il fallait le faire. Et je crois que Madame Kpomaou a eu le courage d'initier ces journées. Je ne me rappelle pas qu'on se soit réunis donc entre professionnels pour réfléchir aux problèmes qui minent notre corporation. Et je crois que c'est une très très bonne chose de le faire aujourd'hui. La rencontre se veut un creuset d'échanges participatifs en vue d'une amélioration de l'accès à un financement du cinéma au Bénin. Plusieurs thématiques font objet de panels de discussion durant 48 heures de travaux. L'enjeu du développement et l'amélioration de l'arsenal juridique, la problématique de la formation de qualité sont entre autres les thèmes à développer. En ma qualité de maire d'une ville dont le potentiel touristique et culturel est très peu valorisé actuellement à travers le 7e art, mais qui depuis 2016 bénéficie de toutes les attentions de la part du gouvernement, ces journées de réflexion sur le cinéma béninois m'intéressent à plus d'un titre. La plupart des films que vous faites jusque-là, même s'ils ne sont pas de très grande envergure, sont des films qui saignent vos poches parce que nous n'avons pas trop de producteurs, trop de subventions dans le pays. Il y a de cela un mois, nous avons été à une autre réflexion sur le code de la cinématographie. Il s'agissait tout simplement de toiletter un peu le texte qui était en souffrance depuis quelques années et faire en sorte qu'il s'accorde à la législation en vigueur dans l'ensemble des pays de l'UMOA. Ça a été fait et ça traduit un peu le souci du gouvernement de créer l'écosystème qui permettra à l'industrie cinématographique de s'installer et de se renforcer et d'être porteuse de synergies nouvelles. Il est attendu de ces journées de réflexion des recommandations pratiques et durables. Elles vont être d'ailleurs présentées au gouvernement dans les prochains jours et les cinéastes souhaitent leur prise en compte afin de faire du 7e art un levier de développement au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt et bon week-end à vous.